commence du coup de suite. Donc comme le disait du coup Jean-Baptiste, là cette table ronde à laquelle vous allez participer avec du coup les 5 collègues qui sont autour de moi vise du coup à revenir sur les événements. Alors on verra, ce sera peut-être un sujet de discussion de comment on les qualifie, d'événements météorologiques, de catastrophes naturelles, d'événements extrêmes. Ça sera sans doute un des enjeux du coup de la discussion. Mais voilà, l'idée c'est de revenir sur ça en croisant du coup les regards issus de différents champs disciplinaires pour tenter d'approcher un peu la complexité sur à la fois ce qui s'est passé, et on aura au départ plutôt une focale sur le massif des Écrins et la vallée du Vénéon, mais avec comme une logique d'élargir aussi à l'ensemble des Alpes françaises, mais plus largement de l'espace alpin, parce qu'au mois de juin, c'est des situations qui ont lieu dans pas mal d'endroits, mais aussi ensuite, alors à moindre ampleur, mais dans d'autres massifs, d'autres vallées au cours de l'été. Donc un premier temps, sur un petit peu quel diagnostic on peut pas donner sur ce qui s'est passé, et un deuxième temps du coup de la discussion plutôt sur les enjeux, les questions que ça pose sur le futur, sur les années à venir, et notamment en termes d'effets, d'enjeux sociaux, socio-économiques du coup sur ces territoires. Donc on va tenter un petit peu ce dialogue. L'idée, c'est qu'on va découper en 2 temps, et c'est que vous puissiez aussi interagir et du coup poser des questions aux différents intervenants, intervenantes. Voilà, donc si ça vous va, on fait plutôt les questions après chacun des 2 temps pour que ça puisse un petit peu fonctionner. Voilà, donc du coup, propose qu'on commence du coup tout de suite par ce qui s'est passé. Et on va peut-être commencer par donner la parole du coup à Gaëtan, qui est à côté de moi, qui est ingénieur prévisionniste du coup à Météo France Briançon et qui a été au cœur de ces événements de fin juin qui sont déroulés dans le Vénéon. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, du point de vue du coup de Météo France, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue du coup météorologique, et puis peut-être je te fais 2 questions un peu en même temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les liens ou non avec ce qu'on a beaucoup entendu, le changement, les effets du changement du coup climatique, et la dimension extrême ou extraordinaire du coup de ces événements. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh bien, ça s'est passé dans le massif des Écrins le 20-21 juin dernier. Donc, on a eu un épisode pluvio-orageux intense qui s'est caractérisé par des très fortes précipitations qui se sont produites dans un flux perturbé de sud-ouest, en fait, avec de l'air chaud qui est remonté dans cette direction-là et qui est venu taper sur les Alpes en donnant de très fortes pluies. Donc ça, c'est un phénomène météo qui est relativement fréquent dans ce massif, qui donne des fortes intensités de pluie, notamment sur les Écrins. Après, la particularité à ce moment-là, c'est que cet épisode faisait suite déjà à plusieurs mois qui avaient été très humides dans ce massif-là, avec un enneigement très abondant en haute montagne notamment. Et surtout, ça s'est fait dans une masse d'air très chaud. Et donc, qui dit masse d'air très chaud dit fortes intensités de pluie. Donc, on a eu des intensités de pluie très fortes pendant l'événement, notamment dans la nuit du 20 au 21 juin sur le massif de l'Oisans, enfin des Écrins. Et avec, comme la masse d'air était très chaud, c'était de la pluie jusqu'à très haute altitude, typiquement jusqu'à quasiment 4000 mètres. Donc, en gros, tout le massif des Écrins était sous la pluie. Voilà, il n'y avait pas de neige à ce moment-là. Et donc, la conséquence, c'était forcément de très gros volumes d'eau qui tombent en même temps au même endroit. Ça génère des crues torrentielles, voilà, des réactions des cours d'eau. Et comme on avait un fort enneigement avant et même pendant l'événement, il y a eu aussi une importante fonte du manteau neigeux qui était en place. Donc, en termes quantitatifs, il est tombé environ 100 à 150 mm de pluie sur le massif, donc ça correspond à 1 mm, c'est 1 litre d'eau par mètre carré, donc c'est plus que c'est à peu près la pluviométrie d'un mois de juin, mais qui est tombée en un peu plus de 24 heures, avec des fortes intensités de pluie. Et après, les données de pluviométrie qu'on a, elles sont situées dans les vallées, au fond des vallées, et c'est pas là où forcément il pleut le plus. Donc on a une connaissance assez limitée vraiment du volume de précipitations qui tombaient. Et après on peut avoir des modèles qui simulent, avec des lambda radar, etc. Enfin bref, et on peut aussi accéder à la durée de retour de l'événement, c'est-à-dire la probabilité qu'un tel événement se produise une fois dans l'année. Et donc pour cet événement-là, pour l'événement pluie, c'était de l'ordre de 30 ans. C'est-à-dire que
il y a une chance sur 30 qu'un tel événement se produise. Alors là, le problème qui est à ce moment-là, c'était que c'était un moment au mois de juin où il y a encore beaucoup de neige d'altitude, que les sols étaient saturés, et donc ensuite, cet événement-là, une probabilité 1 sur 30, et les conséquences ont été aggravées par d'autres facteurs. Et vous aviez prévu l'ampleur Oui. de ce phénomène-là? Est-ce que vous avez été surpris à Météo France? Alors, oui, il y avait une vigilance météo orange qui avait été émise alors, à partir de 16h. Et par contre, c'est vrai que l'événement a un peu surpris en termes de conséquences que ça a pu avoir, notamment dans la vallée du Vénéon ou même l'Arc, en Maurienne ou dans le Briançonnais, il y a eu pas mal de dégâts. Un peu dépassé les conséquences terrain qu'on pouvait penser d'un orange. Donc voilà. Donc l'événement météo était prévu, par contre tout ce qui est conséquences précises sur les crues torrentielles et évidemment les conséquences à la Bérarde, ça c'était pas du tout envisagé, mais par contre au vu de la situation météo qui préexistait, c'est pas non plus complètement surprenant, et moi personnellement ça m'a beaucoup fait penser à un épisode similaire qui avait eu lieu mais dans un autre massif dans les Pyrénées au mois de juin 2013. On a Barège, Saint-Sauveur, etc. Où c'était le même contexte avec un épisode pluvieux, intense sur des sols, un enneigement exceptionnel. Et là, à ce moment-là, il y avait eu des victimes, notamment à Barège, et dans la vallée de Pau. Donc du coup justement, et je vais te donner la parole du coup à Philippe qui est géomorphologue au laboratoire Editem, qui me disait, notamment dans le cas du Vénéon, ça n'était pas qu'un événement pluvieux. L'ampleur des dégâts et de ce que ça parlait, c'est parce qu'il y a eu d'autres choses, notamment ces fameuses crues torrentielles. Qu'est-ce que tu vois, Philippe, tu peux du coup nous en dire, nous en décrire sur ce qui s'est passé et qui a provoqué les conséquences dont on a toutes et tous du coup entendu parler? Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que selon les bassins, les effets n'ont pas été les mêmes, quoi. Donc, il peut y avoir des différences de valeur de précipitation. Évidemment, comme l'a dit Gaëtan, on n'a pas des mesures extrêmement, disons, distribuées sur tout le territoire qui permettraient de dire en tel point c'est 150 mm, en tel autre c'est 120. Mais si on prend donc le secteur de la Bérarde, on peut déjà constater que dans le vallon des Étançons, par exemple, il y a eu une crue, mais tout à fait normal entre guillemets, sans effet, disons, morphogène. En revanche, effectivement, les dégâts sont venus du secteur de Bonne-Pierre. Alors vous avez certainement entendu parler du fait que sur Bonne-Pierre et sur le glacier de Bonne-Pierre, il y avait un lac, donc un lac supraglaciaire, donc un lac à la surface du glacier, et il a été fait pas mal référence à ce lac dans les médias à une époque quand il s'agissait d'expliquer ce dont il s'agissait comme cause manifeste donc, de la puissance de l'événement. Donc effectivement, au front du glacier de Bonne-Pierre, le sac d'eau, la quantité d'eau qui en est sortie du glacier a permis de mobiliser un volume de sédiments très important, avec donc une très forte incision, de plus d'une dizaine de mètres dans les matériaux qui avaient été laissés par le glacier dans les périodes antérieures, avec de l'ordre de 200 000 m3 qui ont été donc mobilisés, puis une centaine de milliers de mètres cubes qui ont été mobilisés également sur le cône qui se trouve au pied de Bonne-Pierre à la confluence avec le vallon des Étançons. Et l'ensemble a été transporté en direction donc, de la Bérarde et répandu sur le côte de la Bérarde, de l'ordre de 200 000 m3 sur le côte de la Bérarde, et puis 100 000 m3 qui ont été emportés par le Vénéon. Donc ce n'est pas des volumes absolument considérables, on pourra peut-être évoquer d'autres événements qui se sont produits une semaine plus tard en vallée d'Aoste, en particulier dans le secteur de la Valpelline, qui est aux confins avec la Suisse, où là, les volumes qui ont été mobilisés à l'occasion de précipitations du même ordre, 150-200 mm de précipitations sur quelques heures, ont été de l'ordre d'un ordre de grandeur supérieure, avec des volumes de l'ordre de 3 millions de mètres cubes qui ont été mobilisés. Mais la différence entre les deux, c'est que la Bérarde, il y a un cône sur lequel il y a il y a un habitat, disons, relativement dense pour ce milieu de montagne. Et donc, l'ensemble du cône a été engravé, comme vous avez vu évidemment les images, j'imagine.
Et, alors que dans d'autres secteurs, des volumes beaucoup plus importants qui ont été mobilisés n'ont pas eu les mêmes effets. Donc, entre l'aléa et les vulnérabilités, évidemment, il y a un jeu qui doit être pris en considération. Donc, la question qui se pose, et il y a tout un travail qui est en cours par les collègues climato du CEN, du Centre d'études de la neige, par les collègues hydrologues d'EDF, par les collègues glaciologues de l'IGE et par les collègues géomorphologues de mon laboratoire et de PACT, entre autres, pour essayer un petit peu de comprendre ce qui s'est produit à l'occasion de l'événement de la Bérarde et ce qui semble pour le moment, disons, pouvoir expliquer l'intensité de l'événement, c'est que probablement le glacier, plus que peut-être la neige, mais le glacier a joué un peu le rôle de tampon en quelque sorte. Une accumulation d'eau s'est faite dans le glacier parce que le volume du lac dont on a parlé est établi aux alentours de 90 000 m3, ce qui est insuffisant pour pouvoir déclencher, disons, il s'est vidangé d'ailleurs sur un temps probablement assez long, enfin en tout cas pas instantané. Et donc, ça ne permet pas d'expliquer la capacité de mobilisation des sédiments dont je faisais état tout à l'heure. Et donc, probablement, on a une accumulation d'eau qui se fait dans le glacier du fait que les réseaux de drainage intraglaciaires sont encore peu établis en début de saison, puisqu'on est à la fin du mois de juin, et donc ne sont pas en mesure d'évacuer, disons, un débit très, très élevé. Et donc, bon, mise en charge dans le glacier, et à ce moment-là, évidemment, à un moment donné, la pression hydrostatique fait que ça cède, et qu'un grand volume d'eau donc, est libéré d'un coup. Quoi. Et les débits maximum qui ont été mesurés, enfin, modélisés à partir des laisses de crue à la station des étages, c'est 150 m3 secondes, donc c'est évidemment tout à fait considérable. Et a priori, le total l'intensité des précipitations ne permet pas d'atteindre ce volume-là. Donc il faut qu'en gros, il y ait eu un stock qui se soit fait un peu à l'amont pendant un moment pour qu'ensuite cette eau soit délivrée totalement. Donc là, on a finalement une conjonction entre un glacier, en tout cas c'est l'hypothèse, un glacier qui joue un rôle dans l'événement et évidemment donc un cumul de précipitations, comme il a été dit par Gaëtan, tout à fait considérable. Évidemment, l'événement est tout à fait exceptionnel dans la mesure où les habitats, enfin peut-être certains interviendront là-dessus, mais les habitats sur le cadastre napoléonien, donc à la Bérarde, montrent que disons, le noyau ancien du hameau de la Bérarde était déjà présent donc, il y a 2 siècles. S'il était présent il y a 2 siècles, c'est que probablement les villageois avaient compris que c'était un endroit où on pouvait s'installer là sans trop de risques, même s'il y a eu d'autres crues qui ont affecté le cône de la Bérarde, mais qui n'avaient pas affecté le noyau ancien. D'ailleurs, le noyau ancien est la partie qui a été la moins affectée de l'ensemble de l'habitat sur le cône de la Bérarde. C'est plutôt les habitations qui sont dispersées sur le cône qui ont fait les frais de l'événement. Et donc on a quelque chose qui est là une période de retour au moins de 200 ou 300 ans, quoi, très probablement, du point de vue géomorphologique. Donc on est effectivement dans ce qu'on peut qualifier d'événement exceptionnel, avec là des conséquences qui sont évidemment très fortes pour les populations. Et du coup, justement, sur cet événement exceptionnel, d'un point de vue géomorphologique, est-ce que c'est quelque chose qui, toi et tes collègues, vous a surpris, quelque chose auquel vous, théoriquement ou hypothétiquement, vous attendiez à ce que ça puisse arriver, alors pas forcément dans la vallée du Vénon, mais dans les Alpes, ou pas du tout? Est-ce que c'est la nouvelle donne à venir? Comment vous saisissez Je dirais que ces dernières années, on a quand même eu pas mal d'événements de ce type-là. Alors là, il y a un événement qui a des conséquences dramatiques au sens où un village, un hameau entier se trouve être remis en question, carrément, quoi. Mais si on pense à ce qui s'est passé dans la Roya, par exemple, en octobre 2020, on a eu là la manifestation de l'effet de précipitations de l'ordre minimum de 500 mm qui ont eu un effet géomorphologique tout à fait considérable, quoi. Donc, alors, il n'y a pas de village qui a disparu ou de hameau qui a disparu, il y a des maisons qui ont disparu, des infrastructures ont disparu, mais alors là, évidemment, d'un point de vue symbolique, le fait qu'un hameau entier soit enseveli, et en plus, la Bérarde, donc qui est quelque chose qui, d'un point de vue de l'alpinisme, de la montagne, est fort, c'est sûr que ça joue plus dans la représentation que d'autres événements, quoi. Mais on a eu d'autres choses fortes qui sont produites. Okay. Mais justement, du coup, tu pointais la spécificité un peu de cet événement-là qui touchait du coup des infrastructures humaines, un hameau et du coup des habitants. Justement, toi, Félix, qui est géographe, qui travaille, alors pas forcément spécifiquement sur ce sujet-là, mais qui a beaucoup travaillé dans la vallée du Vénéon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment
ces événements-là ont été vécus sur le moment et puis peut-être un peu la période d'après, comment du coup les humains et les humaines qui sont les premiers concernés traversent d'ailleurs encore tout ça. D'abord, de mon point de vue, moi je l'ai vécu de façon très subjective comme personne, touchée, un peu sidérée aussi, puisque c'était la fin de mon travail en fait qui a été soutenue par ITEM de 2022 à 2023. Et donc le samedi 22, moi je devais être à la Bérarde pour faire une balade géographique pour les 150 ans d'un club alpin français sur le thème de l'habitat en montagne, risque, contrainte, culture. Ça a été annulé. Et comme tout le monde, j'avais des informations sur mon téléphone puisque je n'y étais pas. Et j'avais pas de contact avec les habitants que je connais depuis 2 ans et avec lesquels je suis passé un peu du statut de chercheur distant à personne faisant partie d'un second degré d'entourage, quoi, en y passant entre 50 et une centaine de jours par an. Donc moi-même j'étais sidéré et puis progressivement j'ai attendu qu'on me dise viens si tu veux parce que je me sentais pas d'aller sur ce terrain-là. On sait tous que quand il y a des catastrophes, c'est pas forcément c'est ni utile ni bienvenu en fait de revenir immédiatement. Donc j'avais pas plus d'informations que les gens qui lisent le journal en fait. Et progressivement, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un sentiment de surprise très fort, pas sur le fait d'avoir des événements avec des dégâts, puisque comme vous le savez peut-être, la vallée du Vénéon est affectée depuis très longtemps par des catastrophes, des crues, des inondations, des incendies, des chutes de blocs, des avalanches. Ça fait intégralement partie de la vie de cette vallée, avec une récurrence d'événements d'ampleur moyenne ces dernières années. En gros, on peut parler de portions de routes qui sont détruites par le Vénéon depuis 5 ans, entre 2 et 5 fois par an, avec des fermetures de la route, avec des dégâts. Mais donc là, on était dans une toute autre ampleur et ça a été perçu comme tel par les habitants, comme immédiatement comme une catastrophe plus que centenale, sans doute une catastrophe millénaire qui n'avait rien à voir avec tous les événements qui étaient dans la mémoire collective et avec ce qui pouvait être attendu. Au départ, d'ailleurs, l'événement a été perçu comme une crue du Vénéon. Les premières images qu'on a eues, c'est des images du Vénéon qui montait aux étages. Et même si c'est vrai que la Bérarde capte beaucoup l'imaginaire parce que c'est un lieu mythique, les étages et d'autres lieux de la vallée ont été affectés. À titre d'exemple, par exemple, le pont du Moulin de la Selle, qui est un petit pont qui est sur encore un autre cours d'eau, a été emporté, alors que c'est un pont en IPN et béton. Il a été emporté sur 10 mètres, il se situe dans une toute autre partie de la vallée. Donc, à la Bérarde, il y a eu un sentiment de sidération lié au fait que les pluies semblaient importantes, mais ne semblaient pas de nature à bouleverser totalement la configuration du paysage. Donc, il a fallu, je pense, plusieurs jours aux habitants pour se rendre compte de ce qui s'était passé, d'autant plus qu'il y a eu une évacuation qui a concerné en fait, à la fois les touristes qui étaient au camping sur le premier jour, qui ont été évacués de force sur décision du maire, qui est rétrospectivement une très bonne décision, et ensuite une évacuation par hélicoptère le lendemain qui a concerné, je crois, 97 personnes. Et la donnée la plus importante, c'est que personne n'est mort. C'est que contrairement à d'autres vallées, cette crue dévastatrice n'a pas fait de victimes. C'est ce qui a aussi, à mon avis, contribué au sentiment des habitants de la vallée qu'il fallait revenir, qu'il n'y avait pas eu il y avait des risques qui étaient compris par les habitants, et il y a toujours des risques, mais je pense que le désir d'une grande partie d'entre eux de rester tient au fait qu'il n'y a pas eu de mort et qu'ils pensent que c'était énorme, mais que ça ne reviendra pas tout de suite. Et on me cite parfois l'exemple. Les inondations et les crues dans la vallée du Vénéon au XXe et au XXIe siècle ont fait moins de victimes que le base jump. Donc c'est évidemment sinistre, mais du point de vue des habitants, il y a eu beaucoup de chance et il y a eu une réaction à la fois d'eux-mêmes, puisqu'une partie de la réponse pendant l'événement a été coordonnée en partie par les habitants, en partie par le PGHM qui était présent à la Bérarde. Une grande partie de leur réaction aujourd'hui est liée à ça. Les événements à la Bérarde de ce type-là, comme l'a dit Philippe, il n'y en a aucun de mémoire d'homme de cette ampleur-là. La plus grande crue connue à la Bérarde, c'est celle de 1877, qui a touché et légèrement sapé
les maisons, et notamment une qui était le chalet Rodier, qui est l'ancêtre en fait du premier refuge de la mer. Dans les archives, donc j'ai regardé après cet été, j'ai passé un peu de temps dans les archives, à la fois les archives municipales et les archives des eaux et forêts. J'ai rien trouvé de très grande ampleur sur le XVIIIe siècle. Et il y a eu des événements, hein, je le vois quand je regarde les données de reconstruction des ponts, qui sont parfois un bon indice. Je regarde quand je vois les dossiers de subvention ou les demandes de coupe de bois, qui sont souvent consécutives à des événements catastrophiques. Il n'y a rien eu qui semble être de cette ampleur. Par contre, 1877, à mon avis, c'est un événement qu'il faut revoir, en tout cas du point de vue des gens qui font de l'histoire des risques, qui n'est pas du tout mon domaine. Je pense que ça les intéressera. Il y a notamment un texte qui a été écrit par un grand forestier qui écrivait en 1879 la Bérarde est vouée à la destruction par les eaux. En accusant à l'époque le surpâturage, hein, bon, ça s'inscrit dans des débats beaucoup plus vastes hein, qu'on connaît sur le regazonnement ou le reboisement. Donc, pour poursuivre l'échange, je pense qu'il y a un point important et ça permet de faire le lien avec toi, parce que tu as évoqué qui a été la décision du coup du maire d'évacuer le camping, j'imagine, suite à l'alerte de Météo France. J'imagine que c'était ça. Tout à fait. Le lien et qui soulève du coup la question de la responsabilité des élus, des collectivités territoriales et du coup des enjeux juridiques. Et ça tombe bien, on a bien fait cette table ronde. Il y a Thierry qui est du coup juriste à l'Université de Lausanne qui est avec nous. Alors là, on va se décentrer un peu du cas de la Bérarde parce que du coup tu as plus vécu les situations du Valais. Mais qu'est-ce que du coup toi tu peux nous dire sur un petit peu, pour nous brosser un peu le portrait du coup des enjeux, notamment en termes du coup de responsabilité que ça pose, que ces événements du coup soulèvent, et notamment avec ce qui s'est passé du coup dans le Valais à peu près à la même période. Oui, je peux essayer d'abord de dire un tout petit peu ce qui s'est passé en Valais, parce que je pense que la perception est un peu différente de ce que vous avez vécu ici. Effectivement, moi je m'intéresse à... J'ai vécu, on va dire, plusieurs événements en Valais parce que j'y vis, et puis j'ai pu suivre les conséquences des premiers événements qui étaient toutes les travaux et réflexions sur les réaménagements en particulier du Rhône, puisqu'on est bien sur le Rhône, et le Rhône qui traverse tout le canton. Et puis ensuite, je me suis intéressé plus aux questions effectivement de responsabilité des collectivités publiques. Alors je pourrais parler évidemment que du cas valaisan, du cas suisse, puisque le droit français est bien différent, notamment en matière de responsabilité des collectivités publiques. Je crois savoir que les Français sont beaucoup plus incisifs pour leurs autorités que ce qu'est la Suisse, voire même certaines fois de manière qui me paraissent très limite, mais bon, peu importe. Alors si je regarde du point de vue de l'historique, en fait, il faudrait remonter en 2000. Remonter un tout petit peu, pourquoi en 2000 ? Parce qu'en 2000, il y a eu probablement la plus grosse crue du Rhône, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé cette année. C'était beaucoup plus vaste, avec des ruptures de digues, sur toute la partie, surtout du bas du canton, donc quand vous arrivez quasiment jusqu'au lac Léman. Donc vraiment des ruptures de digues avec énormément de pluie pendant 4-5 jours. C'était rigolo, c'était à peu près comme la personne qui vient de raconter. Moi, je devais faire une excursion. Je suis biologiste aussi. À l'époque, je faisais une excursion pour l'Uni de Lausanne. Je devais la faire au Bois de Finge, qui est une réserve, un équivalent du Natura 2000 que vous connaissez chez vous. Et puis, c'est une zone alluviale, mais ultra sèche. C'est parmi les endroits les plus secs. Puis, je voulais convaincre mes étudiants qu'en fait, c'était un endroit sec. Puis ça commençait à pleuvoir, il y avait 4 jours de pluie, c'était en automne, et puis il avait neigé, donc tout a augmenté, les digues ont cédé, c'était voilà, une catastrophe à l'époque, et puis c'était la première fois qu'on découvrait ce genre d'événement, avec des éléments très intéressants de gestion, notamment de ces crues par le biais des barrages, où les barrages sont devenus vraiment des tampons, ils ont absorbé, ils ont arrêté évidemment de turbiner, et ils ont absorbé tout ce qu'ils pouvaient pour éviter la décharge sur le Rhône et sur les cours d'eau latéraux. Et en fait, cet événement de 2000, qui était vraiment absolument extraordinaire, qui a fait suite en 1999, enfin 99 à l'époque, d'énormes chutes de neige avec des avalanches jamais vues, avec des endroits qui ont été ravagés par des avalanches, alors qu'on avait de mémoire d'homme jamais vu d'avalanche à cet endroit-là, dans des vallées latérales, avec des personnes qui ont été d'ailleurs poursuivies en justice, qui ont été condamnées pénalement. C'est un guide de montagne et puis un président de commune, enfin un maire de commune qui a été condamné.
Et donc des événements vraiment particuliers. Donc finalement, si on se projette en ce qui s'est passé cet été, c'est pas si surprenant, voire même c'était attendu. On savait que ça allait arriver, on savait depuis 25 ans que ça allait arriver, ce genre d'événement. Il n'était pas gigantesque sur le Rhône. Ben oui, ça a débordé dans la région du Valais central, à peu près dans la région de Sierre, si vous connaissez. C'est vraiment le milieu entre la partie germanophone et la partie francophone du Valais. Ça a débordé, oui, ça a tapé contre un pont routier, puis un pont chemin de fer, puis ça a débordé. Le problème, c'est que ça a surtout touché des entreprises, des usines et de grosses entreprises locales avec des enjeux économiques importants, notamment une grande entreprise d'aluminium qui se trouve un petit peu à Laval, qui a dû cesser ses activités, avec évidemment des pertes financières assez importantes, ou en tout cas des enjeux de ce type-là. Ça, c'est un premier événement. Donc il n'y a rien de très surprenant. On savait que ça allait arriver. Pire que ça, on savait ce qu'il fallait faire pour que ça n'arrive pas depuis 2008. Il y a un projet d'aménagement, de rehaussement du pont, de renforcement des digues, d'élargissement du cours d'eau depuis 2008. Bon, si on fait le calcul, ça fait quand même quelques années, il n'y a rien qui a été fait. Il y a un autre événement, alors qui est plutôt le pendant, on va dire, du Val d'Ost, puisque c'est exactement de l'autre côté de la montagne, c'est le côté du Val de Bagne. Val de Bagne, c'est Verbier, mais c'est pas Verbier, c'est juste un peu à côté. Et puis là, vous avez effectivement un cours d'eau latéral avec une crue torrentielle, et puis le cours d'eau a coupé le village du reste du monde, ce qui est un événement qui n'a pas été dommageable fondamentalement pour les personnes, si ce n'est qu'ils se sont trouvés isolés. Donc la question ne s'est pas tellement posée du point de vue des autorités, du point de vue, je vais dire, du caractère extraordinaire de l'événement, du caractère terriblement dommageable, ce n'était pas tellement ça, mais c'était de ce qu'on fait et de l'inaction. Et c'est là où je rejoins la question de la responsabilité à deux égards. Une responsabilité qui est la responsabilité à laquelle on pense, responsabilité civile. En l'occurrence, qu'est-ce qui se passe si le fait que le canton, en l'occurrence, les autorités n'ont pas pris de mesures alors qu'elles savaient le danger et que ça a causé des dommages aux entreprises voisines, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Bien, je sais qu'il y aura des actions en responsabilité pour faire dédommager, mais il y a l'autre responsabilité qui est une responsabilité plutôt politique, qui est celle de dire mais on n'a pas agi, on n'a pas pris des mesures, on les savait les mesures, et j'ose dire ici que c'est purement pour des raisons politiques. Il n'y a pas un enjeu technique. Le projet il existe depuis 2008, ça s'appelle la troisième correction du Rhône. Le projet est financé par la Confédération et financé par le canton, donc le financement existe, le projet existe, il a été adopté, les mesures n'ont pas été prises. Vous trouverez, alors si vous interviewez le politique en charge de cette question-là, vous lui trouverez plein d'excuses. Oui, mais il y a une décharge de produits pas très clairs, un peu à l'aval, on ne pouvait pas toucher. Oui, mais il y a des maisons en rive droite, on ne pouvait pas tellement toucher non plus, c'était compliqué, vous comprenez, et puis techniquement on ne sait pas. Alors qu'en fait, c'est une raison purement politique, la personne ne voulait pas faire ce projet. Et donc maintenant, et c'est là où c'est intéressant du point de vue, alors ça c'est plutôt le juriste qui va s'intéresser à ça, c'est que les politiques actuelles sentent bien qu'il y a eu un petit truc qui ne joue pas, qu'en 14 ans, bon, on aurait peut-être quand même pu rehausser le pont, on aurait peut-être pu faire le projet, mais bon, on ne voulait pas le faire, on voulait autre chose. Et puis maintenant, il y a juste un rapport, et ils ont trouvé un bureau qui leur a pondu un rapport pour dire que les travaux des 20 dernières années, en fait, servaient à rien, étaient nuls. Ils ont trouvé ce bureau pour juste bloquer le projet. Donc, mais ils se disent quand même, il y a un problème, on risque d'avoir des sous à donner à ces entreprises. Et donc, ils jouent maintenant sur un autre truc. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça, dans une loi quelconque, c'est le droit d'urgence. Autrement dit, on fait n'importe quoi, sans autorisation, mais on le fait en vitesse. Alors, très bien, pour désenclaver le village au sommet du Val de Bagne, je veux bien, mais on veut le faire à peu près partout. Et ça, ça heurte un peu l'esprit du juriste qui lui est attaché à l'état de droit, qui est de dire il faut laisser les droits aux gens pouvoir s'exprimer. Si c'est urgent, le danger est imminent, oui, on y va, c'est la responsabilité de l'État d'y aller. Si ce n'est pas urgent, on prend le temps de consulter les gens. Et là, on avait le temps depuis 2008, on ne l'a pas fait. Donc, ils essayent de rattraper le coup par derrière en disant c'est des électeurs, hein, forcément, les gens qui ont les pieds dans l'eau. Donc, on se dit on va faire des choses pour eux, et puis ils vont nous réélire. Donc, il y a deux termes, à mon avis, en termes de responsabilité. Il y a la responsabilité d'agir sur le terrain, de prendre les mesures. Là, elles existent, on ne les a pas prises, pour des raisons politiques. Et puis ensuite, il y a la conséquence de ne pas avoir pris ces mesures. Par rapport aux dommages, ça peut engager effectivement une responsabilité ici étatique, une responsabilité civile. La difficulté, en tout cas en droit suisse, c'est
c'est qu'il faudra établir, c'est ce ce que les juristes appellent une causalité hypothétique, c'est-à-dire qu'il faudra établir que si on avait pris les mesures qu'on savait pouvoir prendre, le dommage ne se serait pas posé. Et donc, là, il y aurait une responsabilité. Je sais qu'en droit français, c'est un peu plus rude, il y a une responsabilité directe des élus. Chez nous, on ne connaît pas cette responsabilité directe des élus, c'est la responsabilité de la commune, du canton, de la confédération, peu importe, mais ce n'est pas l'élu lui-même qui va se devoir rembourser des millions de francs. Mais il y a ces questions qui se posent et qui nécessitent effectivement de prendre des mesures de sécurisation, mais des mesures qui ne sont pas forcément de mettre des digues 3 fois plus hautes. Ça peut être des élargissements de cours d'eau, ça peut être un aménagement du territoire qui soit bien réfléchi. On va éviter de placer des nouvelles zones à bâtir dans des zones d'inondation potentielles en disant après, on va refaire des digues. Donc il y a toute une réflexion qui avait été menée, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, ce projet de 3e correction du Rhône, projet de sécurisation de tout le cours du Rhône jusqu'au lac Léman, était une réflexion qui était justement de prévention des incidents, des conséquences de ce genre de crue, mais c'était un projet social. Et peut-être j'aurai l'occasion de revenir en disant que justement, on a loupé le projet social, on a réellement foiré le projet social, et ce qui probablement plombe tout le projet derrière. Et juste avant de vous donner la parole, peut-être Félix rebondir sur ces questions de responsabilité, de double responsabilité. Est-ce que c'est quelque chose, la responsabilité de l'État, des collectivités dans la période un petit peu juste après, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer du coup chez les habitants, les habitantes de la vallée du Néon, et de quelle manière ils et elles se saisissent de cela? Ce qui a été très compliqué et même douloureux à observer, c'est que dans les semaines et les mois qui ont suivi, il y a un peu un jeu pernicieux, un peu accusatoire qui s'est mis en place, avec beaucoup de gens qui n'étaient pas de la vallée, qui ont dit quelle idée de venir sur un cône de déjection, s'installer là, alors qu'évidemment il y a des centaines de hameaux et de villages en France qui sont construits sur des cônes de déjection plus ou moins actifs. Il y a eu un certain nombre de discours qui disaient mais c'est un village qui s'est juste développé de façon commerciale pour l'alpinisme. Sous-entendu, il n'était pas légitime d'être là, et il n'est pas légitime de faire des investissements publics qui sont très importants pour le pérenniser. Et une partie des habitants de la vallée, au contraire, ont aussi eu des discours stigmatisants vis-à-vis des autorités, et notamment du parc des Écrins, puisque une grande partie de la vallée est située dans le parc national des Écrins, ou dans un ersatz administratif qui est la réserve naturelle de la Bérarde, qui en gros sont des mécanismes de protection qui posent des restrictions sur les aménagements et notamment sur l'urbanisme. Alors, c'est vrai que le fait que le village et ses environs soient situés dans le parc, ça amène des contraintes. Ça amène des contraintes pour construire des aménagements de protection, notamment, que ce soit des barrages, des digues, toutes sortes d'ouvrages. Et il y a eu une accusation qui était le parc nous a empêché de faire les aménagements qui nous auraient protégés, ou le département n'a pas voulu faire le curage du torrent qui nous aurait protégés. Et aucune explication rationnelle ne suffit en fait à contrebalancer ce discours-là, qui est un discours évidemment qui est très chargé en émotions. Voilà, il faut laisser du temps au temps et que ces discours-là et ces émotions se reposent un peu avant qu'il puisse y avoir des débats qui soient à la fois compréhensifs de la sensibilité et de l'histoire qui est derrière ça, et qui tiennent en compte les risques effectifs et les éléments techniques. Mais le dernier élément que je voudrais dire, c'est qu'une grande partie de cette défiance-là des gens de cette vallée, comme d'autres vallées d'ailleurs, vis-à-vis des autorités, c'est que parfois, ils ont eu des contraintes liées au reboisement, liées à l'interdiction du pâturage, liées à l'interdiction de certains aménagements. Ils ont eu des contraintes avant d'avoir une grande partie des atouts et des avantages qui allaient avec la main de l'État. Par exemple, à la Bérarde, il y a eu des interdictions de pâturage ou des interdictions d'aménagement à la fin du 19e siècle, plus de 30 ans avant d'avoir une route. Donc, le jeu entre intervention de contrôle de l'État, sinon de contrainte, et le jeu d'intervention de l'État pour aménager et aider le territoire, il donne lieu à beaucoup de micro-rapports de force locaux et forcément des tensions. Okay. Peut-être sur ce point, je ne sais pas, Philippe ou Gaëtan, sur les noms, est-ce que vous avez des éléments par rapport à l'ampleur du phénomène géomorphologique et météorologique? Est-ce que la question de ces aménagements qui auraient pu être faits, qui n'ont pas été faits, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu changer la donne? Est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça? Ou je pense notamment à la question du curage du torrent, ou des quelques digues qui auraient pu être faits, ou l'ampleur du phénomène
était telle que de toute manière, ça n'aurait pas résisté. Sur la Bérarde, il y avait une digue qui existait, une digue qui visait justement à protéger le village des crues du torrent des Étançons. Sauf que la quantité de matériaux qui a été déchargée à l'apex, à la partie sommitale du cône, a fait que le cours d'eau a dévié sur la gauche par rapport à l'amont, quoi, et est passé à travers le village. Donc il y a eu engravement très largement donc, du secteur endigué, y compris donc, des maisons qui se trouvaient disons, à proximité. Et puis ensuite, la digue n'a plus du tout d'effet. Donc il y avait déjà un aménagement par rapport justement aux crues qui avaient eu lieu, et probablement celle de 1878 dont il était fait état tout à l'heure. Donc on peut toujours faire des digues plus hautes, comme on fait des paravalanches plus hauts, c'est le cas à Tacona. On a fait un premier paravalanche remarquablement élevé, on s'est rendu compte que ça ne suffisait plus pour contenir éventuellement 2 avalanches successives qui, la première remplissant le paravalanche, la seconde pourrait passer par-dessus. Donc on a rehaussé de 10 mètres le paravalanche de Tacona, il fait maintenant 25 mètres. Et puis maintenant, on est dans un autre contexte que celui de la Bérarde, mais si le glacier qui se trouve immédiatement au-dessus se trouve déstabilisé par le réchauffement donc, de sa base, ce qui est actuellement en cours, et qu'on a donc non plus simplement des avalanches de neige, mais d'abord une avalanche de glace avec un volume très supérieur à ce qui se détache actuellement de manière plus ou moins régulière au front de ce glacier, avec déclenchement donc d'une avalanche de neige beaucoup plus puissante que les 1 600 000 m3 qui sont prévus pour le paravalanche de Tacona, il ne servira à rien. Donc il fait 25 mètres de haut, c'est le plus grand paravalanche du monde, et l'évolution climatique, en particulier du glacier, fait en sorte que peut-être dans 25 ans, l'ensemble des constructions qui sont faites à l'aval donc, du paravalanche de Tacona, puisqu'il y a un paravalanche, on peut construire, allons-y franchement, eh bien, se retrouveront donc à nouveau menacés. Alors, qu'est-ce qui sera fait à ce moment-là? Un paravalanche de 50 mètres de haut, enfin voilà, c'est... Merci Yannick. Tu veux rajouter un point, Gaëtan, sur ça? Oui, simplement sur le phénomène, le volume de pluie qui a été mesuré, il n'est pas extrême. Enfin, voilà, on n'est pas dans des périodes de retour de plusieurs centaines d'années, comme c'était le cas par exemple de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. En tout cas, dans le climat actuel, cet épisode-là en octobre 2020, c'était vraiment quelque chose d'un point de vue météo qui était tout à fait extrême. Et pour le cas du mois de juin, en tout cas dans les écrins, on est dans cette même là. Okay, merci. Du coup, je propose que sur cette partie-là, premier temps de l'échange, de la discussion sur ce qui s'est passé, on prenne un temps de questions-réponses. Si certaines du coup, d'entre vous ont des questions à poser. Oui. Alors il y a une chose quand même, c'est que l'enneigement qu'il y a eu en juin 2024, il est exceptionnel, il est très important dans le climat actuel, et dans le climat futur, il deviendra exceptionnel, voire on ne verra plus jamais. Et oui, les précipitations intenses deviennent de plus en plus intenses dans un contexte de réchauffement climatique, mais cet événement-là, il y a eu l'événement pluie, il y a eu l'événement fonte de la neige. Dans un événement similaire dans plusieurs années, il y aura probablement moins de neige à cette période de l'année. Par contre, en contrepartie, peut-être que les précipitations seront d'autant plus intenses. Et après, il y a des phénomènes de géomorphologie qui sont, pas poser la question à Philippe, dans la mesure où des terrains deviennent fragilisés par un événement météo. Ensuite, il suffit d'un événement météo beaucoup moins fort pour finalement aboutir à des conséquences similaires, et c'est ce qui se passe actuellement, notamment dans la vallée de la Vésubie, où depuis la tempête Alex, à chaque averse quasiment, les installations provisoires elles sont emportées par la crue de juste pour être plus clair, peut-être, je pense que c'est super important de faire la part des choses, qu'est-ce qui est dû au changement climatique et qu'est-ce qui ne l'est pas, mais j'ai l'impression que quand même ces dernières années, là, on voit ce qui se passe à Valencia la semaine dernière, et, enfin, on ne peut pas nier ça, quoi. Oui, bien sûr. Après, ce qui est compliqué, c'est
de quantifier dans un climat futur les extrêmes les plus forts, dans la mesure où justement ils sont inconnus, voilà, ils sont difficiles à modéliser. Et ce qui est surprenant d'un point de vue d'un météorologue, c'est pas que ces extrêmes se produisent, mais l'ampleur qu'ils prennent plutôt en termes de conséquences sur les territoires et les paysages. Voilà, parce que c'est relativement abstrait de dire, par exemple, il est tombé 500 mm à Valencia en 6 heures. C'est quelque chose qui peut exister par ailleurs dans le bassin méditerranéen. Mais voilà, localement, ça amène à des conséquences. Là, pour le coup, de l'Espagne, c'est vraiment terrible d'un point de vue humain, mais qui surpassent un peu les connaissances qu'on a avant. Donc, pour revenir au cas de la Bérarde, et comme dans toutes les Alpes françaises en milieu de montagne, le problème, c'est à la fois l'intensification des pluies, mais aussi la fragilité des pentes qui sont soumises à des épisodes d'importance modeste, mais qui deviennent de plus en plus fréquents et qui fragilisent l'ensemble des bassins, quoi. Et peut-être justement, du coup, Philippe, sur ça, sur le lien avec le changement climatique et les effets du changement climatique, vous êtes justement en train de bosser sur ces questions-là. Qu'est-ce que toi, vous pouvez en dire, parce que c'est en plus spontanément le cadrage, notamment médiatique, qui a eu lieu et qui s'est imposé. Déjà, juste sur le manteau nival, à la fois, comme l'a dit Gaëtan, ça peut être un élément qui concourt à des plus forts débits, mais ça peut aussi être un moment de stock de l'eau, c'est-à-dire que quand il pleut, une partie de l'eau peut être stockée dans le manteau nival, donc ça peut aussi jouer un rôle de tampon. Donc c'est pas très simple, le rôle que peut jouer la neige, ça dépend évidemment des conditions de température, etc. Les effets du changement climatique, c'est par exemple le retrait glaciaire, évidemment, et dans le cas de Bonne-Pierre, si on regarde ce qu'était la position du glacier à la fin du pitage glaciaire, donc avant la crue de 1878, donc en gros 1850-1860, le glacier arrivait pratiquement à l'apex du cône, c'est-à-dire à la pointe la plus élevée du cône, non pas de la Bérarde, mais du cône qui se trouve à la confluence entre Vallons-Étançon et Bonne-Pierre. Et donc le retrait qui s'est produit depuis la fin du pitage glaciaire, qui est relativement faible, parce que c'est un glacier qui, comme certains le savent probablement, est un glacier qu'on dit noir, c'est-à-dire qui est couvert de débris rocheux qui le protègent de l'ablation. Donc le retrait est beaucoup plus faible que celui d'autres glaciers qui, eux, ne sont pas couverts de débris. Néanmoins, c'est plusieurs centaines de mètres avec une dénivellation relativement importante. Et donc, beaucoup de matériaux qui ont été déposés par le glacier, puisque justement, c'est un glacier noir, et donc quand il se retire, tous les matériaux qui sont à sa surface restent évidemment dans la marge proglaciaire. Beaucoup de matériaux qui ont été donc stockés, en quelque sorte, ces dernières décennies, au front du glacier. Et donc, évidemment, quand un débit très important est libéré par l'amont, en tout cas par le glacier en l'occurrence, eh bien, il y a un stock de matériel qui est disponible avec une pente et évidemment qui est mobilisable. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, à la fin du pitage glaciaire. Donc, le même événement, je dirais, avec la même pluviométrie, les mêmes conditions météo, etc., qui se seraient produits en 1860, n'aurait pas eu le même effet dans la mesure où seul le matériel qui était stocké sur le cône aurait été en mesure d'être mobilisé, donc des volumes beaucoup moins importants, et donc très probablement des effets sur le cône de la Bérarde beaucoup moins importants. Donc le changement climatique, on le voit là. Et bien entendu, le glacier de Bonne-Pierre, même s'il reste bien protégé par sa couverture de débris, il se retire, la surface s'abaisse, et progressivement, donc, on a une grande quantité de matériel qui va être de plus en plus disponible au fur et à mesure de ce retrait glaciaire. Donc là, on a du stock qui est très abondant, déjà actuellement qui est très abondant. Voilà. Si on a un événement du même ordre qui se produit, il n'y a aucun problème pour remobiliser à nouveau des centaines de milliers de mètres cubes pour envahir donc l'aval. Mais le stock ne va faire qu'augmenter. Et il ne va faire qu'augmenter, ne serait-ce que parce qu'il est déjà présent sur le glacier, mais par ailleurs, les parois qui encadrent le glacier livrent également une grande quantité de matériel. On a eu un écroulement rocheux de plus de 300 000 m3 qui s'est produit en juillet 2016 et qui est actuellement donc stocké sur le glacier. Et très probablement, vous avez entendu parler, par exemple, de la dégradation du permafrost et de son effet sur l'instabilité des versants. Très probablement, d'autres écroulements du même ordre, voire davantage. On en a eu des beaucoup plus importants récemment en Suisse, par exemple, dans les Grisons. C'était au mois d'avril. On aura
encore plus de matériel qui sera délivré et donc susceptible d'être mobilisé par des précipitations abondantes. Alors après, joue évidemment la pente. La partie amont actuelle de Bonne-Pierre est beaucoup moins en pente que la partie aval, hein, qui était celle qui a été mobilisée, libérée des glaces depuis la fin du village glaciaire. Donc ça peut jouer un rôle, disons, de réduction de la capacité, de la compétence des eaux à mobiliser. Mais voilà un exemple effectivement de cet effet du changement climatique sur la plus grande disponibilité de stocks de matériel, sans compter évidemment le fait que chaque augmentation d'1 degré de température se traduit par des possibilités de stockage d'eau dans l'atmosphère bien plus élevées que ce qu'on connaît aujourd'hui, et donc des possibilités d'épisodes pluvieux orageux encore plus considérables. Est-ce qu'on a une autre question? Ouais. Oui, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, hein. On rencontre très souvent des gens qui nous disent, donc dans cette vallée, la vallée du Vénéon ou ailleurs, ils disent ah bah oui, dans la vallée du Vénéon, on est conscient du réchauffement climatique. D'ailleurs, ce qui est vrai, c'est en 1892, donc après le drame de Saint-Gervais, que les premières grandes campagnes glaciologiques ont été faites dans la vallée du Vénéon, en associant les guides qui ont commencé à faire des marques à la peinture rouge au bas des glaciers. Donc ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a un réchauffement. Donc ça fait partie des discours que j'entends, qui vont dans le sens que vous mentionniez, d'une habitude. Donc on s'est toujours adapté, donc on s'adaptera toujours. Et néanmoins, j'entends vraiment très nettement un discours très pessimiste sur, en tout cas très légitimement négatif, des habitants sur l'accélération du réchauffement climatique et de ses conséquences. J'entends pas du tout de discours, j'entends plus en tout cas de discours climato-sceptiques, et c'est pas les très gros événements, mais plutôt les événements qui arrivent 4-5 fois par an, d'inondations avec débordement de la rivière, avec destruction de la route, les changements du paysage, et notamment du paysage glaciaire qu'on voit partout autour dans la vallée, qui sont plutôt le signe que les gens de toutes les générations ont bien compris que ça s'accélère et que c'est imprévisible et que ça a des conséquences très fortes pour eux auxquelles les gens ne sont pas encore capables de s'adapter. Donc je vois un peu les deux signaux et je ne saurais pas dire s'il y a vraiment une banalisation. Peut-être du coup sur ce point, du coup, Florence, qui du coup à droite, qu'on n'a encore pas attendu, qui est directrice du pôle alpin de l'espace naturel, peut-être tu peux compléter par rapport à l'expertise qui est la vôtre sur ce sujet. Oui, je suis désolée, je n'étais pas censée parler maintenant, mais je réagis sur l'interpellation de Benoît. Nous, effectivement, le PARD, on accompagne depuis 2009 des démarches de gestion intégrée des risques naturels sur le massif alpin. Et juste pour dire qu'en tout cas, il y a quand même une conscientisation qui existe. Voilà, je rebondis sur ce que tu dis aussi, qui aujourd'hui prend d'autres formes. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment être très nuancé par rapport à ce que tu dis. Effectivement, il y a vraiment des élus qui sont engagés depuis un moment. Des démarches de gestion intégrée des risques sur les territoires, c'est porté par des élus. Donc il y a des territoires aujourd'hui, plutôt, je ne devrais pas le dire ici, plutôt dans la partie sud du massif, naturellement, parce que les contraintes ont fait que, l'adversité fait qu'à un moment, les élus se sont déjà engagés sur des démarches plus pluriannuelles, systémiques, parce qu'on n'a pas le choix. Il fallait y aller depuis déjà 2009, effectivement. On a eu quand même beaucoup de territoires. Aujourd'hui, il y en a 9 qui sont engagés. Aussi, effectivement, sur le massif, la partie nord du massif, moins, parce que jusqu'à maintenant, certaines grandes stations, par exemple, ou grands territoires, ne se sentaient pas concernés. Et puis parce que tant qu'on a les moyens, on y va. Donc aujourd'hui, les rapports de force, c'est plutôt que les choses évoluent, Benoît, mais effectivement, c'est plutôt ça. Deuxième point de réaction que je voulais avoir, et je trouve qu'effectivement, vous avez super bien construit cette table ronde. C'est pour ça que j'ai pris la parole là, c'est qu'en fait, il y a vraiment des mots-clés qui ont été dits et qui reprennent l'interpellation que tu as eue tout à l'heure, c'est la question de l'aménagement et de la décision publique, quoi. Et que, pour nous aujourd'hui, dans l'accompagnement des territoires en GIRN, donc en gestion intégrée des risques, le programme s'arrête jusqu'en 2027, on est sur les programmes FEDER. On est déjà en train de se dire, ok, maintenant on n'est plus sur les bonnes échelles. On n'est plus sur les bonnes échelles. Depuis tout à l'heure, en fait, moi il y a le mot échelle qui vient, mais on en reparlera après aussi sur la seconde partie. Et donc se pose la question de l'aménagement, de l'échelle, de la décision publique.
On a parlé tout à l'heure des Suisses et des Français. Aujourd'hui, très clairement, nous, quand on accompagne une réflexion dans le cadre d'un programme qui s'appelle Is-Risque CC avec Aura 2E dans le Val d'Arly, et je vois qu'Albertville est présent aujourd'hui, aujourd'hui, les élus nous disent en off, mais en fait, nous, on est tout seuls, quoi. Aujourd'hui, on est tout seul, on n'est pas, effectivement, on n'a pas, on est en responsabilité individuelle immédiate aujourd'hui sur la question des territoires, voilà, les décisions d'aménagement. Enfin, voilà. Aujourd'hui, c'est l'enjeu majeur, il est effectivement là. Ça pose effectivement ces questions-là. Et ça pose, et après je me tairai, parce qu'après tu vas vraiment dire, mais je ne peux pas lui donner la parole. Il y a vraiment cette question aussi de la temporalité. C'est-à-dire que, et nous au Parle, on est vraiment aujourd'hui dans cette... on est une vieille maison, mais je sais que Karine est dans l'Assemblée, on n'est pas si vieille que ça, n'est-ce pas Karine? Mais quand même, on est une vieille maison, voilà, le Parle traite de la question des risques depuis 35 ans. Et en même temps, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est vraiment sur un hiatus entre le temps de la science. Et là, je regarde mes collègues qui m'entourent, effectivement, et encore aujourd'hui, on a encore besoin de produire de la connaissance, mais les événements s'accélèrent. Et en face, la décision publique des élus, qui doit être immédiate, qui doit aussi monter au créneau, effectivement, dans des rapports de force que tu as décrits tout à l'heure. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cet enjeu-là de l'approche territoriale que la Bérarde a posé et que demain, d'autres perspectives, d'autres événements poseront. Voilà. Merci pour le petit point. Est-ce qu'on a d'autres questions sur ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé? Ouais. Tu veux peut-être rebondir? Oui, Ouais, vas-y, juste rebondis. compléter parce que je trouvais intéressant cette question de l'abandon. Je ne connais pas du tout le cas local, mais de l'abandon. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas dire c'est pas habitable et puis c'est plus habitable. Et c'est plus globalement, justement, la difficulté, en tout cas, moi je rencontre dans un autre contexte, en lien avec les mesures à prendre face au danger. Et puis, si je prends mon côté juriste, je prends la loi, et puis la loi, en tout cas chez nous, elle dit qu'on commence par des mesures d'aménagement. Justement, c'est qu'à un moment donné, là où c'est dangereux, on n'y va plus. On enlève les zones à bâtir, à la limite, il n'y a plus d'habitation, puis on part sur d'autres milieux. Puis on se rend compte qu'en fait, cette mesure est tellement difficile à prendre qu'on part sur des mesures techniques et qu'on pense encore qu'on peut résoudre toutes les difficultés par des mesures techniques. Pour preuve encore, tout dernièrement, sur la partie, on va dire, vers le Coude du Rhône, c'est Martigny, si vous connaissez, c'est un petit village qui s'appelle Fuy, dont toute la partie de plaine est en zone inondable, ce qui chez nous c'est en zone rouge, c'est-à-dire c'est le haut niveau de danger. Après vous avez la zone bleue, c'est potentiellement inondable, zone jaune ça ne l'est pas. Eh bien, on vient de découvrir que la commune a octroyé une centaine de permis de bâtir en zone rouge en le sachant. Et puis alors, on dit, vous construisez, mais vous faites un petit remblai. Comme ça, vous êtes tranquille, puis vous êtes sur le petit remblai. C'est en zone rouge, et tout le monde le sait, le canton, la commune le sait, mais on vous oppose au risque, c'est de dire, mais on ne peut pas renoncer au développement de la commune. Mais il n'y a pas une réflexion globale qui est de dire, est-ce qu'on arrive à gérer les risques? Si le projet il existe encore, c'est toujours le même qui existe depuis, qui a été adopté en 2019, un peu plus tardivement cette fois-ci, mais il n'y a pas une réflexion d'ensemble, on y va encore au coup par coup. Et effectivement, la question de l'échelle, elle est extrêmement importante, et c'est là où c'est intéressant en Valais, c'est le projet de 3e correction du Rhône, qui est une vision à l'échelle du canton, mais on voit les difficultés de passer du plan à la réalisation, qui devient une réalisation individuelle, locale, avec les enjeux locaux, avec les agriculteurs du coin qui ne veulent pas perdre 10 mètres carrés de leur terrain parce que c'est horrible. En fait, ils les perdent si on les achète pour faire de la zone à bâtir, là ils les perdent volontiers, mais s'il faut les perdre pour l'aménagement d'un cours d'eau pour sécuriser, là c'est moins intéressant, ça coûte, ça ramène moins d'argent. Mais vous êtes dans cette dichotomie entre la vision globale qui existe et la volonté de résoudre globalement. Puis ensuite, vous rentrez dans les détails, et puis la réponse, elle est individuelle. Elle est, oui, on va mettre une digue ici, oui, on va faire un petit élargissement par là, oui, on va faire un petit remblai, et puis on continue comme ça. Et on est encore dans la logique, en tout cas de ce que je constate, oui, on a pris conscience, mais on continue quand même de faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce qu'on va y arriver. Et il n'y a pas encore de prise vraiment de conscience en disant, il faut avoir ce projet. C'est pour ça que j'insistais sur cette notion de projet social. Ces projets d'aménagement, ce n'est pas des projets techniques, c'est des projets aussi sociaux. On doit associer les gens. Et moi, je finirai juste là-dessus. Je me souviens d'une séance où vous aviez des techniciens, des ingénieurs qui venaient parler dans une assemblée locale
pour leur présenter le super projet de réforme, de renaturation du Rhône. Et puis, il y a un ingénieur qui arrive avec des termes techniques, notamment le Q347, qui a la manière de qualifier la quantité d'eau qui doit rester dans un cours d'eau. Et puis, je voyais à côté de moi des gens qui se décomposaient. Résultat, ils se sont fait tuer sur place. Il n'y a plus de discours, il n'y a plus de dialogue possible. Ils étaient rétamés par l'ensemble de la population dans la salle, qui n'en pouvaient plus. Eux avaient besoin d'un projet social, d'un projet où ils étaient intégrés, d'un projet où on les associe, d'un projet où il y a une démarche d'ensemble, où on intègre d'autres pans que l'aspect sécuritaire, des aspects environnementaux, des aspects de détente, de loisirs, des aspects économiques. Et ça, on a complètement oublié cet aspect-là qui existe, mais on ne l'a pas vendu. Et du coup, ils se sont fait ramasser. Je veux juste dire un mot. Non, un mot. Ça me fait super plaisir d'entendre qu'on est d'accord en Suisse et français sur cette question de... quand je parlais tout à l'heure de l'échelle, c'est effectivement, aujourd'hui, on peut enfin parler de... l'enjeu, ce sera la solidarité territoriale. Ça fait très longtemps qu'on en parle. On pensait que les EPCI, c'était des outils de solidarité. Ça l'est potentiellement. Les parcs le sont aussi. On est au PNR ici, mais... Et la question des échelles aujourd'hui sur la gestion intégrée des risques, c'est pour ça que je vois que Stéphane est avec nous aujourd'hui sur les espaces valléens, elle est très clairement sur la question effectivement d'intégrer une échelle qui a sens pour la population, qui posera la question de vraie habitabilité et d'accessibilité. Et donc dans ces cas-là, c'est un vrai projet de territoire où la question du risque, elle est centrale, mais elle fait partie d'un tout, quoi. Peut-être Philippe pour commencer sur la capacité de prévision, Ouais. probabilité. Disons que l'État a commencé à se saisir de risques qui, jusqu'à il y a peu, n'étaient pas pris en considération. Ce sont les risques qu'on intitule d'origine glaciaire et périglaciaire. Donc le PARD est bien placé, Karine se souvient, donc qu'en 2012 a été organisé par le PARD à Grenoble donc un premier séminaire où étaient invités des représentants du ministère, alors je ne sais plus si ça s'appelait écologie, environnement ou transition, quelque chose comme ça, en tout cas voilà, c'était ce ministère-là, pour évoquer donc la nécessité de réfléchir sur à terme un plan de prévention des risques d'origine glaciaire et périglaciaire du fait de l'évolution de la cryosphère en milieu de montagne, et donc le cas de la Bérarde, puisque j'ai évoqué le rôle du glacier, donc probablement dans l'événement, entre dans ce cadre-là. Et donc, depuis maintenant quelques années, les laboratoires de recherche en particulier, donc sur la région où nous sommes, bénéficient donc de financement pour pouvoir travailler donc, sur ces questions-là. Donc c'est quelque chose qui a été pris en compte très tardivement. Il y a des plans de prévention des risques sismiques, des plans de prévention des risques d'effondrement des carrières, des choses comme ça qui existaient. Rien n'existait sur ces questions-là. Donc c'est quelque chose, on est en train d'essayer de mieux comprendre effectivement ce que sont ces processus et à terme, évidemment, produire des recommandations à travers ces plans de prévention. Mais je dirais que les collègues du RTM qui sont actuellement en charge de la coordination de l'étude dont je faisais état concernant la Bérarde et qui vont produire un rapport qui sera présenté au préfet de l'Isère d'ici quelques semaines, puis à la population à Bourdoisan à mi-décembre, je crois. Donc le rapport contiendra un certain nombre de recommandations. Je ne sais pas du tout ce que seront les recommandations. De mon point de vue, je ne vois pas trop ce qui est possible de recommander pour la population de la Bérarde pour les années à venir, quoi. Surtout quand on voit ce qu'est la Bérarde aujourd'hui. C'est un rebond direct. Oui, peut-être pour compléter la réponse à la question qui a été posée, est-ce qu'il y a du monde sur le terrain pour faire face aux événements? Karine Pesser du pôle Alpha Risque Naturel, la collègue de Florence. Oui, sur le terrain, il y a des chargés de mission risque naturel dans certaines collectivités, dans certaines communes, certaines communautés de communes. Au niveau des départements aussi, il y a des services entiers dédiés à la gestion des risques naturels sur les routes. Et aujourd'hui, j'étais hier, j'animais une rencontre des maîtres d'ouvrage de gestionnaires d'infrastructures soumises à des risques naturels. Ces questions-là que vous abordez, elles sont au cœur de leurs problématiques.
la question de l'adaptation aujourd'hui, elle se pose vraiment en termes d'augmentation de la capacité organisationnelle à répondre rapidement à des événements auxquels on n'était pas préparé forcément jusqu'à maintenant. Donc dans l'évolution des pratiques de gestion des risques aujourd'hui dans les services dédiés, et le RTM était là hier également, c'est vraiment ça qui se pose aujourd'hui, c'est comment on solidifie en fait la partie organisationnelle pour être le plus rapidement présent sur site. Alors, la question des élus est évidemment majeure là-dedans, parce que pour augmenter la capacité organisationnelle d'un service, il faut une volonté politique, il faut des moyens économiques derrière. Les budgets risques naturels dans les départements de Savoie et de l'Isère cette année, sur l'année 2024, ont été multipliés par 5 par rapport à il y a 5 ans. C'est quelque chose de phénoménal. Et les politiques suivent là-dessus. Parce que bêtement, il n'y a pas le choix. Okay. Peut-être du coup et après on prend la question et après on passe à la suite. Juste peut-être Gaëtan rebondir sur cette question de la capacité à prévoir ce qui peut se passer et la probabilité que ces événements surviennent pour l'anticipation du point de vue de Météo France, ou comment vous êtes avec ça? Il y a deux choses. Il y a la prévision du phénomène météo où là, Météo France a la charge de la vigilance qui vise à assurer la sécurité des personnes et des biens vis-à-vis des phénomènes météo. Donc ça, c'est un système qui ne va pas disparaître comme ça. Et donc, les événements météo futurs seront inscrits dans ce cadre-là. Et deuxième chose, moi je travaille à Briançon, dans les Hautes-Alpes, et on a de plus en plus de clients institutionnels que sont les communautés de communes du territoire qui ont la compétence GEMAPI, donc de prévention des inondations, et pour lesquels on réalise aussi des bulletins météo visant un peu à, pour chaque territoire, eux connaissent un peu les vulnérabilités de leurs endroits, et nous on connaît la prévision météo, et donc on travaille, ça commence avec la communauté de communes du Briançonnais, puis maintenant on travaille aussi avec celle de Lubaï qui est très motrice dans la risque naturelle. Et donc il y a la prévision avec la vigilance, mais il y a aussi les rouages entre l'État, Météo France, qui est un opérateur d'État, et les territoires, les communautés de communes, pour ensuite eux fassent les actions nécessaires en prévention des inondations, et même pour les maires d'assurer la sauvegarde de leurs administrés. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui va s'amplifier dans le futur, et on revient de loin, parce qu'il y a quelques années, il y avait un projet de suppression des centres montagnes de Météo France, soit à Briançon, Bourg-Saint-Maurice, Chamonix. Et donc là, c'est quand même quelque chose d'important d'avoir, de même que les RTM qui sont départementaux, d'avoir dans chaque département de montagne des ingénieurs Météo France qui connaissent les spécificités et qui travaillent en relation avec les clients institutionnels.